Veux-tu devenir riche et vivre comme un millionnaire? Moi aussi. Et sais-tu qui d'autre voulait être riche? Les hommes et femmes du Moyen Âge. Devenir une personne aisée et commencer une vie sans besoin matériel et remplie de luxe est l'un des rêves les plus communs aujourd'hui. Mais cette aspiration n'a pas commencé récemment, car le désir d'accumuler richesse et biens de consommation a toujours été une constante dans l'histoire humaine. La pauvreté était proclamée vertu par l'Église au Moyen Âge, en plus d'être considérée comme un chemin vers la sainteté. Par ailleurs, la richesse était observée avec méfiance, surtout lorsqu'il y avait la possibilité que les riches aient obtenu leur fortune par des voies obscures. Cependant, ce n'était pas toujours le cas. Pendant un peu plus de 1000 ans que dura cette période historique, la société passa d'un système féodal avec 3 classes sociales, paysans pauvres, clergés et nobles, à une société un peu plus complexe caractérisée par l'émergence de la classe moyenne. Ce fut alors, dans les derniers siècles de cette période, que des personnes sans lignage noble commencèrent à amasser d'importantes fortunes grâce à l'effort, l'opportunité et l'intelligence pour les affaires. Les richesses accumulées par ces bourgeois leur permirent d'exercer une grande influence politique et sociale, allant jusqu'à manipuler des intérêts politiques et agir comme mécènes d'artistes importants. Comme au Moyen Âge, il n'y avait pas de coach motivationnel, ni de livres d'auto-assistance pour devenir riche, ni d'investissement en crypto-monnaie, les gens se consacraient à quelques affaires spécifiques, mais très rentables. Ces investissements leur permirent de faire croître rapidement leur fortune et la renommée de leur famille, certaines atteignant les rangs des plus influentes d'Europe, jusqu'à accéder à la noblesse et à des postes politiques importants. C'est pour cette raison que cette vidéo traitera des affaires les plus rentables au Moyen Âge. Donc, si tu as l'intention de devenir riche, mets un like à la vidéo et abonne-toi, car il se pourrait que plusieurs de ces affaires soient encore de bonnes idées d'investissement au XXIe siècle. Aujourd'hui, on trouve dans toutes les cuisines des produits et épices pour assaisonner les aliments. Ils sont là, dans de petits pots avec des étiquettes annonçant poivre noir, clous de girofle, muscade, gingembre ou cannelle. Les plus experts savent comment les utiliser pour que la nourriture ait un goût délicieux et plaise aux convives. Mais il fut un temps où les épices étaient un véritable luxe. Ces condiments n'étaient pas seulement utilisés pour donner du goût, mais aussi pour conserver les aliments et fabriquer des médicaments, ce qui augmentait leur attrait. En Europe, on ne cultivait pas ces épices. Leur origine se trouvait dans des territoires asiatiques lointains, comme l'Inde, la Chine et les îles Moluques, qui sont aujourd'hui l'Indonésie. Quelqu'un devait donc voyager jusqu'à ces contrées et négocier leur achat, puis les transporter jusqu'en terres européennes. Comme la majeure partie du trajet se faisait par bateau, le commerce des épices nécessitait des marins habiles, et aucune flotte en Europe médiévale ne surpassait l'adresse exhibée par les Vénitiens et Génois. Les Vénitiens dominèrent le commerce des épices grâce à leur position stratégique qui servait de pont entre le monde islamique et l'Europe. Leur principale force était une flotte maritime sans rival au Moyen Âge, car comme vous pouvez l'imaginer, à Venise, les enfants apprennent à naviguer avant de savoir faire du vélo. De plus, Venise établit des ports commerciaux à Constantinople et Alexandrie, d'où elle pouvait négocier directement avec les musulmans et byzantins pour importer des produits d'Asie via la mer Rouge et la Méditerranée orientale. Les Vénitiens mirent en place une chaîne commerciale efficace qui leur permettait d'acquérir la marchandise à bas prix et de la revendre lors de grandes foires et marchés européens. Ainsi, ils se consolidèrent comme la puissance commerciale européenne à partir du XIIIe siècle, sans rivaux. Seuls, pour de brefs moments, les Génois disputèrent leur hégémonie. Gênes était une autre puissance maritime et un rival historique de Venise. Ces marchands ne perdirent pas l'occasion de se joindre au lucratif commerce des épices. Ne pouvant utiliser les voies vénitiennes, ils durent créer leur propre route commerciale vers l'Asie centrale, traversant le Caucase ou la mer Noire. Contrairement à leurs homologues vénitiens, les Génois utilisaient à la fois des voies terrestres et maritimes. Mais aucune des deux villes n'aimait beaucoup l'idée de partager le commerce des épices. Elles se déclaraient donc constamment la guerre. Finalement, en 1381, Venise sortit victorieuse de la guerre de Chioggia contre Gênes, consolidant sa primauté dans le commerce oriental. Parmi les nombreuses personnes dédiées à cette activité économique, l'une des plus célèbres fut Nicolas Polo, père du fameux Marco Polo.
Nicolas, avec son frère Maffeo Polo, parcourut l'Asie, négociant des produits qu'ils revendaient ensuite en Europe. Ils réussirent ainsi à amasser une importante fortune. Leur fils Marco suivit leurs traces comme marchand. Ne croyez pas que Marco Polo voyageait en Asie pour faire du tourisme. Et le commerce de ces produits était si important et générait tellement de revenus que, dans le but de découvrir une nouvelle route différente de celles utilisées par Vénitiens et Génois, Christophe Colomb partit vers les Indes et finit par découvrir l'Amérique. Aujourd'hui, tu peux aller en Asie, négocier et acheter des produits bon marché pour les revendre en Europe à un prix plus élevé. C'est une excellente idée de commerce, que pratiquent déjà presque toutes les entreprises et multinationales. Bien que le commerce des épices et des produits exotiques, comme la soie ou la porcelaine, rapportait énormément d'argent, l'économie médiévale reposait sur l'agriculture et l'élevage. Au Moyen Âge, la majorité de la population vivait de la terre. Je fais une pause pour faire un commentaire. La plupart des gens vivent encore de la terre, car la viande, le lait, les légumes et les œufs ne tombent pas du ciel. Maintenant, reprenons la vidéo. Les revenus, le pouvoir et la hiérarchie sociale tournaient autour de celui qui possédait le plus de terre et obtenait les plus grands bénéfices. L'agriculture était la colonne vertébrale du système féodal et les seigneurs féodaux étaient les propriétaires de vastes terres exploitées par leurs serfs. Ceux-ci leur offraient des tributs tout en devant livrer une partie de leur production. Ainsi, la terre n'était pas seulement une source d'aliments, mais aussi une unité de production économique. Les principales cultures étaient les céréales, comme le blé, le seigle, l'orge ou l'avoine. On cultivait aussi des légumineuses, des fruits, des plantes médicinales, et on réservait des terres aux vignobles et aux oliviers. En plus de l'agriculture, les paysans s'occupaient de l'élevage. En effet, avec la viande, l'élevage fournissait d'autres produits de valeur égale ou supérieure, comme la laine des moutons, le lait, le fromage et les œufs. De plus, les animaux de trait servaient à tirer les charrettes et aidaient aux travaux agricoles, tandis que le fumier servait à fertiliser les terres. Dans toute l'Europe, l'agriculture et l'élevage étaient essentiels pour la subsistance des gens. Mais les plus grands bénéficiaires en termes d'accumulation de richesses étaient les seigneurs féodaux, qui, en plus de percevoir des tributs et de retenir une partie de la production, étaient souvent propriétaires des moulins, presses à vin ou fours, pour lesquels ils faisaient payer les paysans. Les grandes fortunes de nombreuses familles nobles, voire de la royauté, venaient du contrôle et de l'exploitation de vastes étendues de terre. Ainsi, plus on contrôlait de territoire, plus on obtenait richesse et pouvoir. Seule l'Église pouvait rivaliser avec les seigneurs féodaux à cet égard. Et oui, tu as bien entendu. Pendant le Moyen Âge, l'Église ne se contentait pas de promouvoir des guerres comme les croisades, de percevoir la dîme et de vendre. L'Église catholique en Europe jouait un rôle important dans le développement et l'innovation agricole. Comment faisait-il ? Les monastères possédaient de grandes étendues de terres productives, organisées efficacement. On estime que l'Église possédait 1/3 de toutes les terres cultivables en Europe, bien que certains historiens défendent que la surface réelle serait un peu plus proche de 50%. Les monastères, surtout ceux appartenant aux ordres bénédictins et cisterciens, mettaient en œuvre des techniques agricoles novatrices pour l'époque, comme la rotation triennale, l'amélioration de la charrue, les moulins hydrauliques, le développement de systèmes d'irrigation et l'introduction de nouvelles cultures. Pendant des années, ces institutions furent des centres d'expérimentation agricole et de préservation du savoir. Cependant, l'Église obtenait ses terres grâce aux donations de nobles, rois et paysans cherchant à se concilier le pouvoir religieux ou simplement à sauver leur âme. Mais cette concession de terres finit par provoquer le mécontentement chez les nobles, car l'Église acquit un pouvoir économique et politique très élevé, ce qui faisait que les évêques et abbés participaient à la politique locale comme n'importe quel autre seigneur féodal. Le clergé avait bien compris. Il fallait investir dans les terres, car le seigneur n'en fabrique plus. Dis-moi en commentaire si tu aimerais devenir agriculteur et propriétaire terrien. Mais si l'idée de te réveiller au chant du coq pour faire produire la terre et s'occuper des animaux ne te plaît pas, tu peux toujours investir dans des propriétés que tu pourras louer et voir petit à petit un retour sur investissement avec des bénéfices.
C'est un conseil que donnent aujourd'hui beaucoup de gourous de la finance sur Instagram, YouTube et TikTok. Tu sais, ceux qui te disent d'acheter 6 maisons pour en louer 5 et vivre gratuitement dans la 6e, mais qui ne te disent pas comment obtenir l'argent pour acheter ces maisons. Eh bien, ils n'ont rien inventé, car vivre des rentes était déjà un modèle d'affaires existant au Moyen-Âge. Le commerce était assez simple. Les seigneurs féodaux et les monastères qui contrôlaient de vastes terres percevèrent des rentes des paysans qui y vivaient et y travaillaient. C'était une manière très lucrative et sûre de gagner sa vie sans travailler. Dans les zones rurales, on louait souvent des terres cultivables, des vignobles, des moulins, des potagers et même des droits sur les pâturages et les forêts. Bien sûr, cela ne se faisait pas de manière anarchique, mais selon des accords légaux où les droits et devoirs des parties impliquées variaient. Les contrats pouvaient être à loyer fixe, où le paysan devait payer un montant annuel déterminé à l'avance, en nature, céréales, vin, laine ou en argent. Il existait aussi des contrats 50-50, où le paysan partageait la moitié de sa récolte avec son seigneur. Et dans les régions du sud de l'Europe, il était courant de trouver des contrats dits censives, amphithéotiques, où la terre était louée à long terme contre un paiement annuel fixe. Les contrats pouvaient être oraux ou écrits, mais ces derniers étaient plus courants en milieu urbain. Même dans certaines villes italiennes et flamandes à la fin du Moyen-Âge, on élaborait déjà des contrats sophistiqués. En ville, le commerce des rentes se concentrait sur la location de maisons, boutiques, ateliers, étals sur les marchés et droits d'exploitation de fours ou moulins urbains. Par exemple, il n'était pas rare que les artisans mineurs ne possèdent pas d'atelier et doivent payer un loyer fixe chaque mois aux propriétaires. Ce commerce était très lucratif, c'est pourquoi nobles et bourgeois investissaient constamment dans ce type de biens pour les louer ensuite. Cependant, ils devaient respecter les conditions du contrat, surtout sa durée. Et si tu te demandes si cela rapportait et qu'on gagnait de l'argent en vivant des rentes, permets-moi de te répondre par une question. Pourquoi penses-tu que ce modèle d'affaires a survécu jusqu'à nos jours? Un autre type d'affaires qui rapportait de bons dividendes était l'hôtellerie et le transport. La société médiévale était de plus en plus connectée, et je ne parle pas d'être connecté à Internet, mais par le commerce, la religion et la culture. Et pour que ce dernier point se réalise, il fallait des moyens de transport et la possibilité d'hébergement. Bien qu'il soit limité par les conditions des infrastructures de l'époque, l'hôtellerie et le transport furent des secteurs vitaux de l'économie médiévale et ils se développèrent conjointement, offrant des opportunités d'affaires aux paysans, bourgeois, nobles et ordres religieux. Au Moyen Âge, il existait plusieurs types d'hébergements. Les plus populaires étaient les auberges, où l'on offrait aux voyageurs un lit, de la nourriture et des boissons à un prix pas très modique. Celles-ci se trouvaient presque toujours sur les principales routes commerciales et dans les villes. Elles sont connues aujourd'hui comme le lieu où se rassemblent tous les elfes, nains et guerriers, avant de décider de combattre le sorcier maléfique. Du moins, c'est ainsi dans les romans fantastiques sur Wattpad. Il y avait aussi des tavernes, un peu plus rustiques, pensées pour ceux qui voyageaient avec des animaux. Et il ne faut pas oublier de mentionner les ventes ou auberges rurales, où des services basiques étaient offerts aux voyageurs. Et si vous étiez un pèlerin ou un clerc, vous aviez toujours la possibilité de passer la nuit dans une hospederia monastica, dirigée par des ordres religieux. Dans ce type d'affaires, on offrait des services tels que nourriture chaude, un lit pour dormir, ou de la paille pour dormir, une écurie pour les chevaux, et même des latrines pour faire ses besoins. Mais les voyageurs ne devaient pas seulement s'inquiéter d'un endroit où passer la nuit. Leur principale préoccupation était d'arriver le plus rapidement possible à destination, et surtout, sains et saufs. Pour cette raison, le transport fut aussi une activité lucrative au Moyen Âge, bien que risquée. Les attaques constantes de bandits, pirates, les guerres et les péages abusifs rendèrent la tâche compliquée pour déplacer n'importe quel type de marchandises. Pour ces raisons, ceux qui faisaient preuve d'efficacité dans ce secteur étaient très bien récompensés. La principale voie de transport était terrestre, utilisant des animaux de charge comme les mules, des chars tirés par des bœufs ou des chevaux. Les conducteurs de chars étaient souvent embauchés par des marchands riches, bien que certains fussent indépendants. Il n'était pas rare qu'ils voyagent en caravane armée pour leur protection, ou même qu'ils engagent une sécurité supplémentaire,
car être attaqué et perdre la marchandise était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Cependant, le transport terrestre était utilisé pour atteindre des zones inaccessibles par voie fluviale. En effet, dans les régions d'Europe baignées par des fleuves tels que le Rhin, la Seine, le Rhône ou le Danube, il était courant que les marchandises comme le sel, les grains, le vin, la laine et le bois soient transportées sur des embarcations comme des radeaux et des barques. Puis, il y avait le commerce international, possible uniquement via les grands ports, nécessitant des bateliers et des armateurs dont les services étaient tout sauf bon marché. Un exemple du succès de ce type d'entreprise est la famille Grimaldi, actuelle maison royale de Monaco, mais qui dans le passé fut une famille importante d'origine génoise, dédiée au transport maritime de marchandises et de personnes. Les Grimaldi possédaient une flotte de navires propres, dont une grande partie était armée pour assurer la sécurité durant les voyages. Ainsi, ils pouvaient réduire le risque de perte de produits précieux comme la laine, le sel, les céréales, les armes et les esclaves. Toutes ces marchandises circulaient à travers la mer Méditerranée et par des routes vers la mer Noire et le nord de l'Afrique. Mais les Grimaldi ne furent pas la compagnie la plus prospère dans le transport maritime. Ce privilège revenait aux Mudées vénitiennes. C'étaient des flottes commerciales organisées et financées par l'État de Venise qui partaient plusieurs fois par an vers des régions spécifiques comme la Syrie, Constantinople, l'Égypte, la Flandre ou l'Angleterre. Ces mudées étaient une forme étatisée d'entreprise maritime dans laquelle participaient armateurs, marchands et familles vénitiennes aisées. Leur fonctionnement était organisé en convois protégés par des galères armées. Les flottes étaient dirigées par des capitaines et officiers payés par l'État, tandis que les marchands et familles riches vénitiennes, comme les polos, participaient en tant qu'investisseurs ou louaient des espaces sur les navires. Les gains obtenus à chaque voyage étaient énormes. Un seul voyage réussi suffisait à doubler ou tripler le capital initial. De nombreux hommes d'affaires vénitiens bâtirent de grandes fortunes en participant aux mudées et en revendant sucre, coton et épices sur les marchés de Florence, Londres ou Bruges avec des marges très élevées. Alors tu sais, tu peux toujours te consacrer au transport de personnes et de marchandises. Il te suffit de t'inscrire chez Uber. Cependant, le commerce maritime faisait face à un problème au milieu du Moyen Âge. Quand les commerçants arrivaient dans un port étranger, quelle monnaie utilisaient-ils pour payer les marchandises? Pour répondre à ce problème, apparurent les maisons de change, qui furent la naissance du système bancaire médiéval. Au début, la banque était vue avec méfiance, car l'Église interdisait l'usure. Cependant, les hommes d'affaires les plus intelligents cherchèrent des moyens indirects de percevoir des intérêts. Ainsi naquirent les commissions, les ventes à tempérament et les lettres de change. Finalement, lorsqu'ils ne pouvaient justifier leur richesse devant Dieu, ils se tournaient vers l'Église et payaient une indulgence pour posséder de telles fortunes. Une des principales banques de l'époque appartenait à la famille Médicis. À leur apogée, ils avaient des succursales dans des villes clés comme Florence, Londres, Genève, Bruges et Rome, avec des actifs équivalents à des centaines de millions de florins. Cela leur permit d'accumuler un patrimoine étendu en terres, palais et d'agir comme mécènes de certains des plus grands artistes de l'humanité comme Michel-Ange et Léonard de Vinci. Si tu te demandes combien d'argent ils possédaient, on estime que la valeur nette de leur fortune dépasserait largement les 10 milliards d'euros actuels. Pas étonnant que les familles dédiées à la banque exerçaient une si grande influence politique. En effet, de nombreux banquiers financèrent des guerres, croisades et campagnes royales. Ils le faisaient pour obtenir des privilèges fiscaux, titres nobiliaires, propriétés et accès aux principales cours européennes. Leur influence fut telle que les Médicis réussirent à faire élire 2 membres de leur famille comme papes de l'Église. Mais les Médicis, bien que très médiatisés, ne furent pas les seuls banquiers à exercer le pouvoir par leur richesse. D'autres familles italiennes soutenaient aussi les monarques et membres de l'Église, comme les familles Peruzzi et Bardi. Il faut souligner que la chute de cette dernière en 1345 provoqua un séisme économique en Europe. Cela arriva parce que les finances des Bardi dépendaient presque exclusivement de la solvabilité des rois qu'ils finançaient, et quand Henri III d'Angleterre cessa de les payer, ils subirent une perte dont ils ne se remirent jamais.
Ils n'écoutèrent pas les conseils des gourous financiers qui disent qu'il faut diversifier et investir dans des fonds indiciels S&P 500. Par contre, les Fugger allemands diversifièrent leurs affaires. Bien que leurs principaux dividendes provenaient du mécénat des nobles et empereurs du Saint-Empire, Jakob Fugger eut la vision d'investir dans d'autres secteurs comme le commerce des épices et l'exploitation minière. Sans aucun doute, ces familles de banquiers furent parmi les plus puissantes de leur temps et de l'histoire, pouvant être comparées à d'autres grandes lignées comme les Rockefeller ou les Rothschild. Mais à ces personnes, nous ne devons pas seulement le système bancaire féroce actuel, mais aussi, grâce aux banquiers médiévaux, surtout ceux de Florence et Gênes, de grandes avancées dans les systèmes de comptabilité et de finance furent réalisées. Alors voilà, si tu veux devenir riche et que tu ne sais pas dans quel commerce investir pour y parvenir, tu peux regarder quelles étaient les habitudes financières des gens au Moyen-Âge. Peut-être apprendras-tu beaucoup d'eux et petit à petit construiras-tu une fortune dans l'un de ces secteurs. Tu connais le dicton « Ne travaille pas pour l'argent, fais que l'argent travaille pour toi ». Mais souviens-toi, si tu te sens riche avec 10 € et que tu as tout ce que tu désires, alors tu es vraiment riche.